Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Bonsoir mesdames et messieurs, suivons le sommaire de ce journal. L'investiture au Ghana du président élu Nana Akufo-Addo, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, participait à la cérémonie ce 7 janvier 2021. Il s'en est suivi dans la capitale ghanéenne un entretien avec le vice-président de la transition de la République du Mali. Les représentants des victimes de la crise post-électorale à la primature ce jeudi, ils ont présenté plusieurs préoccupations et propositions pour le maintien de la cohésion sociale, principalement leur intégration en tant que partie prenante au processus de réconciliation nationale. Et toujours en Côte d'Ivoire, l'opposition participera aux législatives du 6 mars prochain. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition annonçait une candidature unique par 6 circonscriptions cet après-midi. Des précisions dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h à Accra, au Ghana. Aujourd'hui, le chef de l'État, Alassane Ouattara, assistait à la cérémonie d'investiture de prestation de serment du président élu Nana Akufo-Addo pour un nouveau mandat de 4 ans. Le vice-président élu Mamadou Bawumia a également prêté serment lors de cette cérémonie qui s'est tenue en présence d'une dizaine de chefs d'État africains, suivant ce récit de Mahama Traoré. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Do in the name of the Almighty God swear that I will be faithful that I will be faithful and true to the Je jure de porter une foi et une allégeance véritable à la République du Ghana, comme le prévoit la loi, que je maintiendrai la souveraineté et l'intégrité du Ghana et que je préserverai, protégerai, défendrai la Constitution de la République du Ghana. Que Dieu me vienne en aide. C'est une tâche que j'accepte de tout cœur. J'assure à tous les Ghanéens que je ferai de mon mieux pour remplir ce mandat. Ainsi débute le second mandat de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Réélu le 7 décembre dernier avec 51% des suffrages, cet avocat de formation assumera pour les 4 prochaines années les fonctions de président de la République du Ghana. Bien avant lui, c'est le vice-président élu Mahamadou Bawumia qui s'est prêté à l'exercice de la prestation de serment tel que prescrit par la Constitution ghanéenne. La cérémonie s'est tenue en présence d'une dizaine de chefs d'État africains au rang desquels le président ivoirien Alassane Ouattara. Face aux immenses défis qui l'attendent, Nana Akufo-Addo tient à rassurer le peuple ghanéen de sa détermination. C'est une tâche que j'accepte de tout cœur. J'assure à tous les Ghanéens que je ferai de mon mieux pour remplir ce mandat. Comme plusieurs autres pays du monde, le Ghana est également frappé par la pandémie de la Covid-19. Nana Akufo-Addo aura donc pour mission de relancer l'économie ghanéenne. Autre chantier, consolider le partenariat stratégique noué avec la Côte d'Ivoire dans la filière cacao. Les deux pays assurent à eux seuls 60% de la production mondiale de cacao et espèrent avec ce partenariat tirer plus de profit de l'économie cacaoyère. Au terme de cette cérémonie, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan. Il a été accueilli par le Premier ministre Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement. Et avant son retour en Côte d'Ivoire à Accra, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le vice-président de la transition de la République du Mali. La coopération entre leurs deux pays et l'évolution de la situation sociopolitique au Mali étaient au centre de cet échange. Le détail de Mahama Traoré. Au Mali, un processus de transition est en cours depuis quelques mois. Lors de cet entretien avec le président de la République de Côte d'Ivoire, le vice-président de la transition du Mali fait le point de la situation. Je tiens à remercier le président Ouattara pour tous les efforts qu'il a déployés pour la sortie de crise au Mali. Ensuite, échanger avec lui par rapport sur le plan sécuritaire. On a expliqué aussi par rapport à la mise en place des différents organes de la transition. La coopération, on a échangé pratiquement sur l'aspect économique entre les deux pays. Le président Alassane Ouattara se réjouit de l'évolution de la situation au Mali. Je suis très heureux de constater que tout est conforme aux engagements pris avec la CEDEAO et je l'ai assuré que nous ferons tout pour accompagner le Mali parce que c'est l'intérêt de tous au sein de la communauté et particulièrement de la Côte d'Ivoire qui a des relations économiques importantes avec le Mali.
Cet entretien entre le président de la République de Côte d'Ivoire et le vice-président de la transition du Mali a eu lieu ce jeudi à Accra, au Ghana, en marge de la cérémonie de prestation de serment du président Nana Akufo-Addo. À Abidjan, rencontre à la primature, le Premier ministre recevait ce jeudi une délégation des parents des victimes de la crise post-électorale. Ils ont exprimé au chef du gouvernement différentes attentes, notamment le respect de leurs droits fondamentaux et leur intégration en tant que partie prenante au processus de réconciliation nationale. Le point d'Alexis Ouedraogo. Ils étaient un peu plus d'une trentaine ce jeudi à la primature pour se faire entendre. Aujourd'hui, on est venu pour rencontrer le Premier ministre pour faire un peu le point sur la situation des victimes de la crise post-électorale ainsi que les crises qui sont survenues un peu dans le pays. Pour les écouter, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko ouvre ses portes. Il reçoit une délégation des parents des victimes. Depuis la fin de la crise, les victimes ont souhaité prendre leur place au cœur des différents processus de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de justice. Enfin, nous sommes heureux aujourd'hui. Le Premier ministre vient de répondre favorable à notre requête, qui est restée pendant longtemps sans suite. Nous sommes heureux. C'est un grand pas vers la réconciliation et vers la cohésion sociale. Nous avons estimé qu'aucune réconciliation, aucun dialogue politique en Côte d'Ivoire ne peut se faire sans la question des victimes. Le respect de leurs droits fondamentaux, leur ciblage dans l'ensemble des processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. La question de la garantie de non-répétition de regains de violence et de commission de crimes de masse en Côte d'Ivoire. Ensuite, la lutte contre l'impunité. Une coopération claire et franche de l'État de Côte d'Ivoire avec la Cour pénale internationale et l'entrée en action de manière effective de la justice répressive ivoirienne afin que les droits et la dignité de l'ensemble des Ivoiriens soient préservés. Que la Côte d'Ivoire tourne le dos aux regards de violence aux commissions de crimes de masse afin qu'un environnement de paix et de justice soit créé dans notre pays. Et le gouvernement entend bien prendre note de ces doléances. Ils sont venus prendre leur place dans le processus de la réconciliation. En tant que ministre de la réconciliation, je note cela. Il faut œuvrer dans ce sens et que nous puissions apaiser tous les cœurs. L'actualité politique ivoirienne est tenue en ce moment par la préparation des élections législatives. La date fixée au 6 mars 2021, c'est un scrutin pour lequel la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition ivoirienne assure de sa participation avec une candidature unique par circonscription. Des précisions dans cet élément de Moussa Konaté. L'opposition ivoirienne va participer aux futures élections législatives. Face à la presse, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition s'engage pour la conquête des sièges à l'Assemblée nationale. Notre coalition ira en rang serré, avec une stratégie commune, impliquant tous ces acteurs. Le débat se situe à ce niveau, au niveau du Parlement. Ce débat se situe au niveau de la représentation de la nation. Et nous n'avons pas le droit d'y être absents. Nous y allons y aller. Une opposition unie et assurée de sa victoire. Pour cette échéance des législatives, la stratégie adoptée est la candidature unique par circonscription. Nous irons en évitant le plus possible la déperdition de voix. C'est pourquoi nous ferons tout pour éviter les triangulaires. Nous ferons tout pour que dans une circonscription, le meilleur soit le candidat de l'opposition. Il n'y aura pas un candidat contre un autre candidat. Il y aura un seul candidat par siège pour le compte de l'opposition. On ne va pas se combattre. On sera ensemble. On sera tous derrière le candidat qui sera choisi. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition prévoit des missions d'explication et de sensibilisation afin de galvaniser ses militants. Nous parlons de lutte contre la pollution. Dans la commune d'Atékoubé, les populations se plaignent de la poussière de ciment émise par les usines environnantes. Une préoccupation portée au ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka, qui a d'ailleurs effectué ce matin une visite de terrain dans 2 usines de fabrication et de commercialisation de béton installées dans cette zone. Suivant ce rapport de Grace Kando.
Autoroute du Nord, en face du parc national du Banco, dans la commune d'Atekoubé, existent 2 usines turques spécialisées dans la production et la commercialisation de béton prêts à l'emploi. Le béton que produisent ces usines soulève d'épais nuages de poussière et cause de nombreux désagréments aux automobilistes et riverains. La poussière nous fatigue ici. Ça nous donne rhume, la toux, ça donne mal à la poitrine, tout ça là. La poussière vraiment joue en notre défaveur puisque cette poussière-là fait de telle sorte qu'on ne puisse même pas voir devant. Donc c'est vraiment très dangereux pour nous qui sommes en moto. Ce que disent les populations de la présence de ces usines et leur impact sur l'environnement n'échappe pas au ministre de l'Environnement et du Développement durable. Joseph Seka s'y est rendu. Il a visité les installations et s'est fait une claire idée de la situation. Il faut que les dispositions soient prises pour que les silos d'aspiration et de rétention de la poussière soient régulièrement remplacés. Ensuite, pour ce qui concerne la déviation où il y a le dépôt des débris de ciment où passent les véhicules, nous avons demandé dans un premier temps que cette voie de déviation soit régulièrement arrosée pour ne pas que la poussière se répande dans l'air, mais in fine, à moyen terme, qu'il y ait le bitumage de cette voie pour que plus jamais on ait de la poussière qui va être nuisible pour notre environnement et pour les usagers et les riverains de ces 2 usines. Des recommandations qui trouveront une oreille attentive auprès des responsables de ces usines. Nous, on prend l'initiative de respecter et d'être à jour dans le délai pour mettre tout ce qui est l'exigence qu'ils ont demandé, il n'y a pas de problème. Ça, c'est notre objectif en dehors de tout ça. Ces 2 structures ont reçu des mises en demeure d'un délai de 3 mois pour se conformer aux recommandations. Si au bout de ce délai, ces entreprises ne se conforment pas aux recommandations édictées par le ministère de l'Environnement pour permettre de corriger ces problèmes-là, nous sommes désolés de dire que nous en arriverons à la demande de cessation d'activité pour ces entreprises-là. Avant cette visite du ministre Joseph Seka sur ces différents sites, plusieurs missions d'inspection et d'audit ont été effectuées en 2019 et 2020 par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Voilà des dispositions pour assainir l'environnement et pour une meilleure santé. D'ailleurs, faisons le point de l'actualité sanitaire en Côte d'Ivoire. La Covid-19 se répand encore. Ce jeudi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré une hausse des cas testés positifs. 210 nouveaux cas de Covid-19. 89 nouvelles guérisons sont également annoncées et aucun cas de décès n'est à déplorer. Pour le total, à cette date du 7 janvier 2021, on dénombre en Côte d'Ivoire 23 173 cas confirmés de Covid-19, parmi lesquels 22 301 déclarés guéris et 138 personnes décédées. Également, il reste encore 734 cas actifs. La pandémie est bien réelle et il faut rester vigilant en priorisant les gestes barrières dans les espaces publics. Et pour cela, les autorités sanitaires appellent à la vigilance de tous, suivant l'intervention du professeur Mamadou Samba, le directeur de la santé publique. Depuis toujours, la maladie circule en Côte d'Ivoire. La maladie n'est pas terminée. Et nous avons pris l'habitude de penser que cette maladie était terminée. Non, elle est là et elle circule dans nos communautés. Nous avons constaté de plus en plus également le relâchement de toutes les mesures barrières. Le port du masque devient anecdotique. Nous remarquons que nous nous serrons de plus en plus la main. Nous nous faisons des bises. Tout cela concourt à augmenter le nombre de cas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu relâchement aussi à votre niveau, au niveau de l'observation, du contrôle? Non, à notre niveau, nous restons toujours vigilants. Nous travaillons pour que cette maladie soit sous contrôle. Mais pour qu'on puisse le faire, il faut que les usagers, les Ivoiriens, dans leur ensemble, puissent respecter les mesures barrières. Et nous constatons, comme je l'ai déjà dit, que durant ces périodes de fête, nous avons tous relâché ces mesures barrières. Raison pour laquelle aujourd'hui, le nombre de cas augmente. Nous pouvons l'appeler nouvelle vague. Mais ce qui est important, c'est que la maladie n'était pas terminée.
Et à chaque fois qu'on a une maladie de ce type-là, que nous ne respectons plus les mesures barrières, le nombre de cas augmente. Nous pouvons l'appeler nouvelle vague, deuxième vague, troisième vague. Peu importe. Peu importe. Mais ce qui est important, c'est de conserver les mesures que nous avions avant ces fêtes. Nous étions dans une situation où en Côte d'Ivoire, on avait un taux de positivité qui était autour de 1 à 3%. Aujourd'hui, ce taux de positivité de 1 à 3% montrait que nous contrôlons l'épidémie. Mais aujourd'hui, depuis une dizaine de jours, nous sommes autour de 5-6%. Ça veut dire que les cas ont augmenté. Aujourd'hui, 210 cas, c'est vrai, ça paraît énorme, mais c'est sur 4000 échantillons. Le taux de positivité aujourd'hui est de 5,2%. Le taux de positivité n'est pas très élevé. Et l'espoir renaît, heureusement, avec un vaccin qui a été trouvé et approuvé par certains scientifiques. Alors, où est-ce qu'on en est avec les premières doses pour la Côte d'Ivoire? La vaccination, actuellement, n'est pas obligatoire, elle est volontaire. La date de vaccination prévue est aux alentours du 15 février, si toutes les doses arrivent. Mais sachez qu'aujourd'hui, sur le marché du vaccin, il y a une tension telle qu'avoir une dose, c'est vraiment un peu difficile. Mais les moyens mis à notre disposition doivent nous permettre d'avoir ces doses-là pour la période du 15 février. On retient qu'il faut toujours continuer de respecter les gestes barrières pour faire reculer cette pandémie. Oui, madame. Les gestes barrières, se laver les mains régulièrement, porter le masque dans les lieux publics, dans les transports en commun, éviter de se serrer la main et également aussi de se faire des accolades et les bises. Voilà, c'était l'appel à la vigilance lancé par le directeur de la santé publique, reçu sur le plateau du 20h ce 7 janvier 2021. Dans le secteur agricole, le développement de la riziculture, une convention a été signée entre le ministère de la Promotion de la riziculture et une entreprise spécialisée dans la fourniture de technologies et de services d'accompagnement à l'agriculture. Ce protocole d'accord facilitera l'accès des producteurs aux intrants et aux semences de qualité. Le point avec Jean-Louis Bambo. Un autre palier de franchi dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture SNDR 2020-2030. Cette fois, c'est un spécialiste historique dans la fourniture de technologies et de services d'accompagnement à l'agriculture qui s'engage à travers cet accord à accompagner la politique rizicole du pays. Ça va être des investissements. On veut monter déjà une unité de multiplication de semences en Côte d'Ivoire, avec aussi mettre l'accent sur la formation. Pour nous, c'est très important que les acteurs aujourd'hui soient bien formés et que ceux qui demain vont s'intéresser à cette culture-là soient aussi bien formés. Et notre cœur de métier, c'est aussi la fourniture d'intrants agricoles, de solutions agricoles. Et on va s'y atteler concrètement. Cette collaboration devrait aboutir sur la mise en place de fermes sémencières en Côte d'Ivoire et la production locale de variétés performantes de riz hybrides. Nous avons un volet important d'encadrement et un volet important aussi de production des semences de qualité au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que nous nous employons à faire en sorte que le riz produit en Côte d'Ivoire n'ait rien à envier aux autres riz. Le pays pourrait ainsi atteindre l'autosuffisance en riz et alimenter également le marché sous-régional. Pour le moment, la Côte d'Ivoire importe autour de 1 million de tonnes de riz annuellement. La consommation, elle, est estimée à plus de 1,8 million de tonnes par an. Parlant toujours de consommation, une augmentation du prix de l'huile de palme est constatée en ce début d'année et le gouvernement en donne les raisons. C'est une répercussion de l'augmentation du cours mondial de l'huile de palme ces dernières semaines. Et tout comme la Côte d'Ivoire, d'autres pays tels que le Sénégal n'échappent pas à cette hausse conjoncturelle au niveau mondial. Et le gouvernement tient à rassurer les consommateurs ivoiriens qu'ils travaillent de concert avec les industriels pour amoindrir l'impact du coût de la hausse mondiale du prix de l'huile en Côte d'Ivoire. Un programme pour la création d'emplois numériques a été lancé ce jour. C'est le fruit d'un partenariat tripartite. Il s'agit d'un contrat avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et des Jeunes, le ministère du Plan et du Développement et le PAM, le Programme alimentaire mondial. 116 milliards de francs CFA permettront de réaliser ce programme qui cible
200 000 jeunes de 18 à 40 ans, dont 50% sont des femmes, et cela partout en Côte d'Ivoire. Les explications de Jean-Marc Djadji. 30 jeunes du district d'Abidjan réceptionnent de manière symbolique des tablettes dans le cadre du lancement du projet d'appui pour la création d'emplois et le renforcement des compétences numériques. Un programme de formation initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune et soutenu par le Programme alimentaire mondial. Ce projet d'un coût total de 116 milliards de francs CFA cible 200 000 jeunes vulnérables exposés à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire, pour une durée de 36 mois. Ce programme a permis de comprendre davantage de techniques, surtout en informatique et aussi en gestion de projet. C'est vrai, nous sommes peut-être des étudiants, on a eu à confronter, à avoir des idées, mais dans cette formation, nous avons eu à pratiquer même la gestion de projet et connaître vraiment le contour. Le ministère de tutelle appelle à la contribution de tous les partenaires et sensibilise les bénéficiaires. Chers amis jeunes bénéficiaires, vous aurez droit à des formations de qualité dans un domaine en pleine évolution. J'ose espérer que vous serez assidus et disciplinés et ferez preuve d'excellence. Des mesures d'accompagnement ont été prises pour faciliter votre adhésion au programme. Ce projet d'appui à la création d'emplois pour les jeunes est à sa phase pilote dans le district d'Abidjan et dans la région du Poro. Au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Folon, le département de Minignan reçoit du président de la République 1000 tables bancs, une contribution à l'amélioration des conditions d'apprentissage, surtout dans cette région qui enregistre un bon taux de scolarisation. Eugène Atoubé. C'est une importante contribution à la politique éducative du Conseil régional du Folon. 1000 tables bancs offerts par le président de la République. Ces tables bancs vont servir à équiper les salles de classe des établissements scolaires nouvellement construits dans plusieurs localités du Folon. En 2020, près de 20% du budget total ont été consacrés au secteur éducation, soit environ 260 millions de francs CFA. Depuis plusieurs années, de nombreux investissements sont faits pour sortir le Folon de sa léthargie au plan de la scolarisation. Et le président de cette région compte poursuivre ses efforts. Ces dons sont octroyés par son Excellence le Président de la République dans le cadre du projet qu'on a appelé Pays2R, le programme rapide des régions. Au titre de ce projet aussi, nous avons eu 5 bâtiments de 3 classes plus bureaux à travers toute la région du Folon. Nous avons bénéficié de 3 ambulances. Le programme à impact rapide des régions Pays2R est d'un apport inestimable à la politique éducative du Conseil régional du Folon, ce que reconnaissent et apprécient les conseillers à la dernière session de l'année 2020. Grâce à ce programme, les besoins des populations non pris en compte dans les projets d'investissement faute de budget disponible ont été satisfaits dans plusieurs domaines, celui de l'éducation en particulier. Aujourd'hui, la région du Folon a fait un bond spectaculaire en termes de scolarisation. 6 collèges de proximité y ont été construits. La scolarisation de la jeune fille est devenue une réalité et fait l'objet d'une grande attention des parents, autrefois hostiles à envoyer les filles à l'école. On avait le sentiment que mettre sa fille à l'école, c'était juste reporter son mariage à plus tard. Et depuis qu'on a vu des enseignants, des agents d'administration femmes être affectés dans le Folon, je pense que ça a provoqué un déclic, en plus, n'est-ce pas, de la proximité des écoles avec les populations. Aujourd'hui, c'est les filles qui nous comptent plus que les garçons aujourd'hui. Donc on a parlé de nos moments, il n'y a qu'à laisser nos soeurs, il n'y a qu'à aller à l'école. Quand on fait compétition, c'est les filles qui sont devant plus que les garçons. On est fiers de ça. Le Conseil régional du Folon poursuit sa lancée pour conduire les départements de Minignan et Kaniasso qui forment cette région vers le développement et le progrès. Sa philosophie, le développement participatif, est au cœur de sa politique de la générosité envers les populations et leur bien-être. Parlons toujours de contribution pour l'enseignement. Et les enseignants musulmans apportent leur contribution au système éducatif. Réunis en congrès, l'UNEMSI, l'Union des enseignants musulmans de Côte d'Ivoire, a dressé la liste des insuffisances du système éducatif avant de faire des propositions pour une meilleure qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire.
La précédente période électorale en Côte d'Ivoire a enregistré une forte contribution des religieux pour décrisper l'atmosphère, une contribution qui a favorisé le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Cette intervention est fort appréciée par le gouvernement et le Conseil supérieur des imams. L'Alliance des religieux pour la paix a reçu la reconnaissance du Premier ministre. Le point de Sephora Zeki. C'est grâce à votre contribution que la Côte d'Ivoire a réussi à surmonter les épreuves difficiles lors de la présidentielle d'octobre dernier. Ce sont les mots de Claude Saï Soumaoro, émissaire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, à l'endroit de l'Alliance des guides religieux pour la paix. Ces dignitaires religieux ont réussi à instaurer la paix et la cohésion entre les fils et filles du pays à travers leurs prières et conseils avisés. La sérénité était le privilège de ceux qui portent le titre de guide, de chef. Ils sont restés sereins. Et cette sérénité a apaisé les Ivoiriens. Et le président Ouattara a tenu à ce qu'après ces élections, nous venions, au nom du Premier ministre, leur dire merci pour le rôle qu'ils ont joué et pour ce qu'ils feront plus tard. Les rencontres de l'Alliance des guides religieux pour la paix ont pour but de rechercher continuellement la paix en Côte d'Ivoire. Ils considèrent avoir joué pleinement leur rôle. Les guides religieux restent mobilisés. Ils restent engagés de manière forte à prier et à contribuer au bonheur et à la stabilité de ces pays. Ces rencontres entre les guides religieux sont la 20e du genre. À travers ces échanges, l'Alliance des guides religieux pour la paix voudrait continuer à mener des actions en faveur de la paix, la cohésion sociale et le développement. La cohésion sociale est célébrée à Sinématiali pour cette nouvelle année. La population s'engage à demeurer unie pour le développement de leur localité. Eugène Atoubé. À Sinématiali, c'est dans la ferveur que les populations sont entrées dans la nouvelle année 2021. Un réveillon marqué par des sonorités du terroir et un gigantesque concert offert par le directeur de cabinet du président de la République. Son objectif, arroser la graine de la paix et de la réconciliation semée depuis 2016 par le chef de l'État. Bonne et heureuse année à toute la population du département de Sinématiali. Souhaiter que l'année 2021 soit une année de paix, une année de bonheur, de joie, et que ce soit également une année de prospérité pour chacun d'entre nous. Une belle fête pour passer un message de paix, seule condition à la poursuite des actions de développement socio-économique entamées par le président de la République dans cette ville de la région du Poro. L'actualité hors de notre pays, aux États-Unis, après l'invasion du Capitole par ses partisans, Donald Trump reconnaît sa défaite et promet une transition ordonnée. Depuis plus de 2 mois, Donald Trump refusait d'accepter sa défaite en brandissant des théories du complot. Et tôt ce jeudi, la victoire de Joe Biden a été annoncée, victoire à l'élection présidentielle américaine. Elle a été officiellement validée par le Congrès américain. Notons que la passation de pouvoir aura lieu le 20 janvier prochain. C'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur RTI1.